Bienvenue. Mon invité d'aujourd'hui partage son temps entre l'université, le service public et sa vie familiale mouvementée. Eliana Passantine gère les affaires internationales du Conseil régional de Binyamin et explique clairement la vie en Judée et Samarie. Eliana est devenue une bâtisseuse de ponts, une conteuse et une fervente défenseur du lien d'Israël avec sa terre. Ceci est un entretien en tête-à-tête avec Ashley sur JNS et mon invité aujourd'hui est Eliana Passantine. Bienvenue, Eliana. Merci Ashley, c'est un plaisir et un honneur d'être ici. Nous nous sommes rencontrés récemment. Il y avait quelque chose dans ta façon de te présenter et dans les mots que tu as lancés. Et j'étais tellement intéressée, j'avais vraiment envie de continuer la conversation avec toi. Mais on n'a pas pu le faire lors de cet événement, alors je me suis dit, quelle meilleure façon que de t'inviter simplement au podcast. Merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, car j'ai eu un résumé la semaine dernière, parle depuis le début. D'où viens-tu? Comment es-tu arrivé et que fais-tu? Alors, je suis née dans la région de la baie de San Francisco. Famille juive conservatrice, nous allions parfois à la synagogue en voiture le Shabbat et je n'ai pas été à l'école juive. Mes parents étaient passionnés par Israël et le judaïsme, mais manquèrent de connaissances. Ma mère, danseuse de ballet au San Francisco Opera Ballet, est venue en Israël pour danser. Avant de rencontrer mon père, elle était déjà tombée amoureuse du pays. Elle est rentrée à la maison et a demandé à mon père, lui a fait promettre qu'un jour il ferait de l'Aliyah. Alors nous avons fait l'Aliyah quand j'avais 11 ans à Herzliya Pitouach et nous sommes venus. Je ne ressentais pas de lien avec Israël ni de joie pour l'Aliyah. Peu d'olim à l'époque, sans nefesh benefesh, malgré les accueils. Et tout le monde me demandait: alors tu aimes ici? Et je répondais: je déteste absolument ici, je n'aime pas ici. J'attends juste, tu sais, mon 18e anniversaire, je vais rentrer à la maison, j'irai à l'université en Amérique, je vivrai là-bas. Voilà, et dans tout. Qu'est-ce que tu détestais? J'ai simplement décidé que j'adorais la Californie et ma vie. Je n'aimais pas que mes parents m'aient arraché à tout ce que je connaissais. Arriver dans un pays étranger sans connaître la langue, ne sachant dire que Mashmesh Meliana, je ne ressentais aucun lien et n'étais pas heureuse ici. À 16 ans, nous vivions à Herzliya Pitouach, au bord de la plage. Je faisais du surf, j'étais surfeuse, et ce garçon vraiment mignon du quartier a commencé à venir emprunter ma planche de surf. Ma grand-mère m'a dit: tu sais, il commence à te draguer? J'ai répondu: non, Safta, il veut juste une planche de surf. Elle avait raison. Nous nous sommes mariés, et quand j'étais dans l'armée, il est allé à la Mishinashdam Tzvei, la yeshiva préparatoire dans une ville appelée Bnei David. C'était nouveau, on ne connaissait rien d'autre que Herzliya, Pitouach, Tel Aviv, c'est là que j'étais au lycée, et Schutzlau, c'est tout. On ne savait rien d'Israël. Aller au Kotel à Jérusalem une fois l'an, il me dit: il y a ce nouveau monde inconnu. Il étudie à la yeshiva, apprend sur Rav Kook et se trouve en Judée-Samarie. Je ne savais rien sur Yesha, Yosh, Judée-Samarie ou Cisjordanie. Cela ne m'intéressait pas. Je l'ai accompagné à un Shabbat d'anciens élèves. Nous avons aimé la région et décidé de nous y installer, fondant la première colline en Judée-Samarie. C'est la première fois que les colons ont quitté le noyau des Yeshuvim, des communautés israéliennes, pour aller jusqu'aux collines. D'accord, attends une seconde. Je dois te demander quelque chose maintenant. D'abord, en quelle année c'était? C'était en 1996. Tu peux expliquer, pas seulement pour ceux qui regardent, mais aussi pour moi? Que veux-tu dire par colline? Je vais te demander pourquoi je pose cette question, parce que j'ai automatiquement cette connotation d'illégal, de violent, de fondamentaliste fou, non? Deux enfants de Herzliya Pitouach vivent dans une caravane, une voiture et une roulotte sans eau ni électricité. Quand on est monté sur cette colline, on voit que c'est un sommet, car la Judée-Samarie est très vallonnée. Donc, tu sais, une fois que tu as fini de vivre au centre de la ville et que tu veux partir, l'étape suivante, c'est de monter sur la colline. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un sommet. Au sommet de cette colline, à près de 900 mètres, tu peux voir. C'est tout un territoire appartenant à l'État d'Israël, et ce qui se passait à l'époque et qui se passe encore aujourd'hui, c'est une appropriation des terres. Les Arabes s'installaient petit à petit et prenaient simplement possession des terres de l'État d'Israël. On parle après Oslo. Non, non, C'était avant les accords d'Oslo. c'était avant. C'était avant, Avant la séparation en ABNC. oui, juste avant la séparation chez ABNC. En lien avec ça, revenons au plan de la ville d'Ali. Les fondateurs, les familles fondatrices, ont décidé que ce ne serait pas l'une de ces petites implantations, une petite communauté, mais que ce serait une grande ville.
Ils ont juste prévu de construire partout. Quand il fallait passer à la colline ou au quartier suivant, ils recherchaient de jeunes couples pour vivre sur ces montagnes. Alors nous sommes venus directement de Herzliya-Pitoach, de Paris, de San Francisco, Herzliya-Pitoach, jusqu'à cette colline. Nos parents sont venus et ils se sont dit, vous êtes fous, qu'est-ce qu'on fait ici? On leur a dit, vous avez quitté Paris et San Francisco pour Israël. Nous, on a juste pris l'autoroute à 1 heure d'ici. Wow! Et on a le sentiment de faire quelque chose qui protège l'État d'Israël. 2 ans après, nous avons déménagé dans le quartier voisin conformément au plan d'urbanisme de la ville d'Ali. Le gouvernement était au courant de tout, le Yeshuv était au courant de tout, mais comme nous commencions, nous étions des pionniers. Nous n'avions littéralement pas d'eau courante, mais il y avait un réservoir d'eau à l'extérieur de notre caravane, puis nous avons commencé à avoir de l'eau courante, mais il n'y avait pas d'électricité. Aujourd'hui, nous n'avons pas de Wi-Fi. Les gens pensent que c'est pire. Mais l'idée est de sortir des limites du noyau de la ville pour vivre sur les terres de l'État d'Israël. Depuis mon jardin, on voit du fleuve à la mer et tout Israël. Et l'histoire est très, très riche. Et j'ai commencé à t'en parler. Mais c'est ainsi et pourquoi nous sommes venus il y a 30 ans dans la ville d'Ali. Combien de temps as-tu vécu sans eau courante? Cela a été intermittent pendant 1 an, mais nous avons vécu 10 ans dans une caravane. Avais-tu des enfants à ce moment-là? Oui, nous avons emménagé, j'étais enceinte et maintenant nous avons 8 enfants. Tu étais enceinte sans eau courante. Oui, et puis j'ai aussi eu un bébé sans eau courante. Là, on avait de l'eau. Je prenais une douche avec genre un jerrycan et on apportait de l'eau de dehors, puis on allumait le koum-koum. La bouilloire. Je ne crois pas vraiment en ce que tu fais. Oui, bien sûr. Donc c'était à l'époque où c'était encore sous un gouvernement de gauche. C'était une idée. C'est quelque chose d'intéressant que je pense que la plupart des gens ne supposeraient pas forcément, à moins de bien connaître l'histoire. Mais tous les gouvernements en Israël ont soutenu la colonisation de la Judée-Samarie, probablement parce qu'ils comprenaient aussi que c'est stratégique pour notre sécurité. N'est-ce pas? C'est stratégique. Nous avons toujours pensé que ce que nous faisons est important. Et nous vivions simplement notre vie, en restant dans les limites de notre ville, sans rien faire d'illégal, et simplement en vivant notre vie. Et vous viviez dans une zone où, je pense, c'est aussi probablement quelque chose qu'il faut clarifier. Ce n'est pas comme s'il y avait des Arabes qui vivaient là, que vous avez expulsés de leurs terres. Non, c'est vrai, ce n'était la propriété de personne. Non, 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 ce n'était pas le cas. C'était une terre appartenant à l'État d'Israël que personne ne voulait, où personne ne vivait parce qu'elle n'était pas bénéfique pour les Arabes vivant à proximité. Aucun Arabe n'a été expulsé de ces terres depuis 67 car il y avait et il y a toujours beaucoup de terres libres. 80% de la Judée-Samarie est constituée de terres ouvertes, vraiment ouvertes. Donc nous avons déménagé dans une zone qui faisait partie de la ville d'Ali où personne n'avait vécu depuis longtemps. Je peux vous dire que cela fait 3500 ans maintenant. Comment est-ce que je sais que personne n'y a vécu depuis 3500 ans? Il n'y a pas d'archéologie là-bas. Après 10 ans en caravane, ma belle-sœur et mon beau-frère, architectes, ont proposé de nous aider à concevoir notre maison. Parce qu'on se rend compte que c'est amusant et qu'on a l'impression d'être une pionnière, vivre, vous savez, dans cette caravane, au sommet de cette colline. Mais si on croit vraiment en ce qu'on fait, il est temps de s'installer sur la terre, vous savez, de vraiment s'asseoir, investir, construire sa maison. Comme une caravannette mobile, on ignorait que les maisons pouvaient être détruites, mais on l'a choisi. Assis avec mon beau-frère et ma belle-sœur, ils ont dit: «Après 10 ans en caravane, vous voulez sûrement de beaux carreaux et une belle cuisine». Et j'ai dit: «Il y a une chose qui est importante pour moi, c'est que nos enfants grandissent en comprenant et en appréciant le privilège qu'ils ont de vivre au cœur de la terre biblique». Nous avons commencé à construire l'infrastructure de notre maison, qui surplombe Shiloh, première capitale d'Israël, et lieu de la prière de Hana et du Mishkan. En construisant notre maison sur 369 ans, nous avons trouvé des centaines de tessons et j'étudiais alors mon master en archéologie à l'université Bar-Ilan. J'ai pris une tête d'oreiller, je l'ai remplie de tessons de poterie, j'ai conduit jusqu'à Bar-Ilan et j'ai demandé à mon professeur s'il pouvait m'aider. Il pensait que je lui donnerais seulement 2 ou 3 morceaux de poterie à dater. Je vide ma tête d'oreiller sur sa table, il observe la poterie. Il dit: «Tu es folle? C'est illégal?» Je réponds: «Non, c'est de mon jardin». Il demande: «Où habites-tu?» J'ai dit: «J'habite à Eileen, nommé d'après Eli HaKohen, surplombant Shiloh et Bushol Haroa selon le Talmud, à perte de vue dans les temps anciens quand les pèlerins, les Ol-Régel, venaient de partout à Shiloh, au Mishkan. C'était comme le premier temple. Avant le premier temple, c'était le centre des 12 tribus il y a 3500 ans. Selon le Talmud, c'est différent de Jérusalem.
Quand tu viens avec ta famille offrir ton sacrifice à Pessa, tu peux le manger à Shiloh et commencer à rentrer chez toi. Tu peux le faire si tu vois le tabernacle ou le Mishkan. Tu peux manger ton sacrifice sacré, mais après l'avoir fait dans ces ustensiles, ceux-ci deviennent sacrés. Tu dois casser les plats à cause d'une règle hébraïque appelée notal, interdisant leur réutilisation. Ainsi, nous avons des plats cassés de familles juives datant de 3500 ans. Partout dans notre arrière-cour et sur toutes les montagnes qui entourent Shiloh, on trouve ces mêmes types de morceaux de poterie de cette époque exacte. Ma belle-sœur a proposé: regardez, nous avons trouvé ça, découvert des maisons. Les archéologues ont trouvé à Shiloh des maisons de l'époque de Josué, appelées maisons à 4 pièces, qui ont servi de modèle pour la nôtre. De l'extérieur, on a le chauffage au sol et l'eau courante, contrairement à Josué, mais l'essentiel est de créer un lien. Et quand vous vous asseyez à notre table de salle à manger, vous regardez directement à travers les fenêtres jusqu'à Shiloh. Nous demandons gentiment à nos invités de ne pas casser la vaisselle après le repas. Ils peuvent les laver, mais nous avons ce lien. Chaque fenêtre offre une vue historique différente et nos enfants grandissent en appréciant le privilège de vivre au cœur de la terre biblique. Toutes les histoires par les fenêtres leur appartiennent. Waouh, je suis fascinée. Je ne suis jamais allée à Shiloh. Eh bien, je vais t'y emmener. Je suis venue. Quand tu regardes Shiloh par la fenêtre, que vois-tu? C'est une montagne artificielle nommée Tell. C'est un site archéologique. Il y a des couches et des couches et des couches d'histoire. Donc, vu d'en haut, tu peux voir que c'est un site archéologique. Tu peux voir les découvertes archéologiques aujourd'hui. Tu peux aussi voir que c'est un site, magnifique site touristique avec un bâtiment où passe un film. On voit les touristes, des bus sur le parking, des drapeaux, tout cela depuis chez nous. Mais Shiloh n'a pas été habité tout ce temps. Non, Shiloh l'était. Il y eut des Juifs jusqu'à Bar Kokhba, puis des musulmans et chrétiens. Ce qui était fascinant avec la période byzantine, de 324 à 638, c'est la multitude de découvertes de cette époque. Des églises, toutes orientées vers le tabernacle, construites en raison de Hannah et Samuel. Et puis plus tard, une expédition danoise a mené les premières fouilles en 1922. Durant le mandat britannique, ils recherchent Anna, Samuel, le tabernacle et découvrent des églises byzantines. Et c'est ainsi que, dans les années 70, lorsque les Israéliens arrivent, on les oriente dans la bonne direction et c'est comme ça qu'ils savent comment mettre au jour les découvertes à Shiloh. Shiloh est l'un des rares sites d'Israël sans aucun doute sur son emplacement. Le tombeau de David, par exemple, n'est probablement pas à cet endroit. Le tombeau de Samuel n'est probablement pas à cet endroit non plus. Mais Shiloh, nous avons les découvertes, le verset biblique et une inscription mentionnant Shiloh. C'est incroyable. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien ce site. Waouh, c'est vraiment intéressant. Tu as dit avoir des enfants. Combien en as-tu? J'ai 8 enfants et 4 petits-enfants. Waouh, des petits-enfants. Je n'aurais pas deviné. Tu les as donc élevés ici, dans cette ambiance, et tu es resté dans la même maison tout ce temps. 10 ans en caravane, puis 20 ans dans la maison que nous avons construite. Tous tes enfants ont-ils grandi avec ce même fort sentiment d'identité ou sont-ils aujourd'hui dispersés dans le pays? En emménageant dans notre maison après la caravane, tu peux imaginer que notre maison de rêve était aussi l'histoire qui entrait par les fenêtres. Mon mari était un peu plus pragmatique, il disait: nous avons besoin de salles de bain et de chambres, mais à notre emménagement, la paix maintenant a choisi de nous poursuivre en justice. Environ 12 maisons étaient alors en construction et ils ont choisi de poursuivre le Conseil régional de Bénimien devant la Cour suprême. Nous sommes donc allés au tribunal avec eux pour la démolition de notre maison qui a été sous ordre de démolition pendant 10 ans. C'est alors que nous avons compris qu'il fallait agir. Nous avons consulté un avocat à Tel Aviv qui a proposé de nous aider à obtenir beaucoup d'argent après la démolition de notre maison. J'ai répondu que l'argent ne m'intéressait pas. Nous refusons la démolition de notre maison sans raison. S'ils détruisent notre maison, ils détruiront toutes à Hanley. Nous devrions être traités comme partout à Hanley, pas seulement parce qu'ils nous ont choisis pour aller au tribunal. Pourquoi une affaire au tribunal? Parce que cela prend du temps. La bureaucratie en Israël, surtout en Judée-Samarie, rend la légalisation très longue. Donc lors de notre passage au tribunal, notre maison était illégale. Il existe des terres palestiniennes privées, des terres d'arpentage, des terres appartenant à l'État d'Israël et notre maison. Nous ne comprenions pas à l'époque car ce n'était pas un problème avant que Shalom Akshav ne nous poursuive en justice.
Il fallait faire un arpentage, le gouvernement devait mener une enquête, et après avoir effectué l'arpentage, ils se sont rendus compte que personne n'avait vécu là depuis l'époque de mes tessons de poterie. Mais cela suffisait pour tenter de nous faire expulser et démolir la maison. Soudain, nous avons compris que, faute d'attention au gouvernement, notre maison serait démolie. Alors nous avons retroussé nos manches et nous avons invité presque tout le monde du gouvernement israélien à prendre le petit déjeuner chez nous et nous avons dit: nous sommes les Passantines, voici nos enfants, voici notre maison. Comme vous ne comprenez pas ce qui va suivre, elle sera simplement démolie pour une raison technique devant la Cour suprême. Le comité de la ligne bleue a enquêté et a reconnu ce terrain comme appartenant à l'État d'Israël, qu'il a déclaré tel. Nous avons gagné le procès, mais ces 10 années de Hasbara ont été très longues. Nous avons accueilli tout le monde chez nous et formé une famille durant cette période. Comme vous, vous emménagez dans la maison de vos rêves, vous dépensez tout votre argent et vous y êtes enfin, surtout après 10 ans dans une caravane. Nous avons beaucoup de vent, nous sommes sur une colline venteuse. Le sentiment, c'est: oh là là, ce n'est pas vraiment à nous. Je veux dire, ça peut être démoli demain. Et tout ce pourquoi vous avez travaillé et économisé, tout ce que vous possédez. N'est-ce pas? J'ai compris que c'est une prise de conscience. En tant que personnes religieuses, nous devrions réaliser que rien ne nous appartient vraiment. Ce n'est qu'une fois dans cette situation que j'ai compris que je croyais posséder cette maison, mais elle ne m'appartient pas vraiment. J'ai donc passé un accord avec Dieu et dit: d'accord, je comprends, il faudra qu'on travaille pour celle-ci. On ne s'installe pas juste dans une maison, j'ai dit, j'espère que ce sera celle de notre famille. Je comprends devoir l'utiliser pour un but précis. J'ai été guide touristique pendant des années, d'abord dans l'armée, puis avec ma propre entreprise. Ensuite, je suis restée à la maison avec les enfants avant de décider de saisir une nouvelle opportunité. Et toute personne qui veut venir découvrir notre mode de vie, entendre notre histoire et entrer dans notre jardin, nous avons un point de vue et comme je l'ai dit, on peut voir du fleuve à la mer et Shiloh. Et nous pouvons voir les premières et dernières batailles des Maccabées contre les Grecs. Vous pouvez voir que l'histoire de Hanouka se trouve juste dans notre jardin. Islam, Modéine. Non, c'est aussi à Modéine. Sur 8 batailles, 2 ont eu lieu devant ma fenêtre. Nous avons une fenêtre en Californie. Enfant, je rêvais de fêter Noël car aucun camarade n'était juif. J'ai supplié mes parents pour un sapin. Ils m'ont dit: nous sommes juifs, nous fêtons Hanouka et allumons la menorah. Un jour, tu comprendras. Mon mari et moi étions dans notre futur jardin et j'ai dit: oh là là. Voici Maïlé Mana, la première bataille des Maccabées contre les Grecs, et Har Shadzor, la 8e et dernière bataille. Nous avons installé une grande fenêtre dans le salon. D'un côté du canapé, on voit une bataille, de l'autre, l'autre bataille. La première nuit de Hanouka, on porte des costumes de Grecs, de Maccabées et des oreilles d'éléphant, et on rejoue l'histoire chaque année. C'est spécial pour moi car j'ai toujours rêvé d'un sapin de Noël, tandis que mes enfants attendent Hanouka avec impatience, juste devant leur fenêtre. Nous avons décidé d'accueillir des groupes et commencer à recevoir des bus de visiteurs. Si vous souhaitez venir chez nous pour un café et discuter, vous ne pouvez pas partager les mêmes convictions religieuses ou politiques que nous, alors nous invitons toutes les personnes qui ont des convictions opposées aux nôtres. Vous pouvez croiser une famille de colons dans toute zone légale, alors qu'autrefois c'était une colline illégale. Berk Hachem. Le processus de légalisation a été finalisé, mais cela a pris des années. Waouh, donc c'était toi et 10 familles, tu as dit. Oui, nous faisions tous partie du dossier judiciaire. D'accord, j'ai tellement de questions à ce sujet. Eh bien, commençons par, pourquoi cibleraient-ils spécifiquement cette colline? Ou bien ont-ils ciblé plusieurs collines? Oh, Non, plusieurs. beaucoup, beaucoup. Tout cela faisait partie de leur stratégie. Et qu'est-ce que ça fait? Je veux dire, vous savez, être une antisémite dans le monde entier. Nous aurons l'avis d'Israël, même si nous ne sommes pas d'accord, mais nous pourrons au moins comprendre d'où cela vient ou quels mensonges ont pu leur être racontés. Qu'est-ce que ça vous fait, en tant que personne aussi sioniste, dont le mari, les enfants et elle-même ont servi dans l'armée? Je sers toujours. J'ai fait la Milouim, vous savez, je rends à ce pays, je paye des impôts ici, je fais tout. Littéralement, je m'investis totalement. Vous savez sûrement, dans l'une des zones les plus dangereuses d'Israël pour me protéger à Herzégovine, non? Je comprends qu'une organisation israélienne puisse te poursuivre. C'est une excellente question. Parce que ce que j'ai ressenti et que je ressens encore aujourd'hui, c'est de la douleur. C'est très douloureux. Pourquoi ne viens-tu pas me demander ou me parler? Je n'essaie pas de te blesser. Pourquoi tenter de me blesser alors que j'agis?
À mon avis, c'est pour le bien de l'État d'Israël et le gouvernement israélien l'a soutenu. Nous avons reçu une subvention du gouvernement israélien pour construire notre maison, mais maintenant il veut la démolir. Que se passe-t-il? On m'a dit de venir ici, on m'a demandé de venir ici. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant: Tiens, j'aime bien cette colline, je pense que je vais la prendre. Tout cela faisait partie du plan de la ville, de l'État et d'Israël. Mais qu'est-ce qui me fait mal aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis directrice du Bureau international pour la région et je voyage souvent aux États-Unis, notamment à Washington, D.C. Et quand je prends un journal, si je regarde les informations ou si j'écoute les nouvelles, et ils parlent de ces horribles colons, genre oh mon Dieu, Tu en es une, n'est-ce pas? ils parlent de moi. Oui. Qui sont ces gens horribles? Ni moi, ni mes enfants, ni mes voisins ne leur ressemblent. Et il y a certains endroits dans le monde qui menacent de sanctionner. Des gens comme toi qui sont juste des civils ordinaires, ce n'est pas comme si tu avais vraiment une place dans le monde. Nous sommes des civils ordinaires. Nous payons nos impôts, n'est-ce pas? Nous passons notre temps à l'armée. Comme tu l'as dit, laissons de côté l'histoire et les droits bibliques, ainsi que le fait d'avoir un seul État juif. Et parlons simplement du fait qu'Israël a le droit à des frontières défendables. Et le 7 octobre, à mon avis, a tout changé. Depuis le village arabe voisin, on entend le muezzin chaque vendredi. Je l'ai enregistré et envoyé pour traduction, même si j'ai étudié l'arabe au lycée et que je peux lire et écrire l'arabe. Mais je ne comprenais pas ce qu'il disait, à part le fait qu'il criait vraiment. Et ils disent: Allez tuer les sionistes, allez tuer les juifs. C'est comme si c'était bien de faire ça, et ça concerne aussi les civils de la région. Je veux dire, les Arabes sont empoisonnés par ça. Et 85% soutiennent le Hamas, et nous savons tous depuis le 7 octobre que le Hamas, c'est Daesh, donc Daesh est dans mon jardin, et c'est un problème. Avez-vous ressenti ce soutien pour... Eux a augmenté depuis les années 70. Avez-vous constaté un soutien progressif, pas pour le Hamas? Parce que ça, évidemment, nous le savons, et les statistiques et les sondages le prouvent. Mais avez-vous ressenti que depuis les années 1970, c'est plus divisé, plus séparé? Et qu'à l'époque, peut-être les Juifs et les Arabes étaient un peu plus proches? Ils interagissaient davantage? Regarde les années 80 avant les deux intifadas. Des voisins de Shiloh disent qu'ils assistaient à leur mariage et travaillaient ensemble. À Shiloh, une pédiatre connaît tous les enfants arabes de la région. Tous venaient la voir, elle s'occupait de chacun. Après la première intifada, tout s'est presque arrêté, puis après la seconde, c'était terminé. J'étais dans un groupe WhatsApp jusqu'au 7 octobre avec des Israéliens et des Arabes de la région. Alors, il y avait des réunions, des discussions, des sorties, des pique-niques. Tout ça, c'est fini. Parce que les Arabes de la région ou les Palestiniens parlent ouvertement de leur haine envers nous, envers les Juifs, envers les Israéliens, et on peut regarder n'importe quel manuel scolaire. Vous savez que les enfants, dès leur plus jeune âge, apprennent à tuer, à haïr, on leur enseigne la terreur. Tant que cela continue, nous ne pouvons envisager d'avenir commun dans la région. Absolument, et vous voyez ces gens partout dans le monde. Vous savez, ils nous accusent de tout ce que font nos ennemis. J'ai vu, je ne pourrais même pas vous dire combien de vidéos de, vous savez, vraiment juste des gens ignorants partout dans le monde qui disent, vous savez, que les Juifs et surtout les colons apprennent à leurs enfants à haïr et à inciter à la violence et tout ça. Et mon ressenti, c'est toujours que nous ne sommes pas obsédés par eux. On ne parle pas d'eux tous les jours. Ce n'est pas dans nos manuels scolaires ni dans notre éducation. Nous enseignons les maths et les sciences à nos enfants pour bâtir le meilleur pays high-tech du monde, n'est-ce pas? Notre esprit est concentré sur... C'est vrai, c'est ce que nous faisons, et je vais te dire autre chose. Il y a des oliviers qui n'ont pas été plantés par nous, ils ont été plantés par les Arabes du village voisin, même s'ils ont été plantés illégalement sur des terres appartenant à l'État d'Israël. Nous apprenons à nos enfants à ne pas toucher ni grimper sur ces arbres, ni cueillir les olives, car elles ne nous appartiennent pas, même si les Arabes ne viennent pas les récolter dans notre ville. Cette année, ils n'ont pas le droit. Peu importe, nous ne touchons ni aux olives ni aux arbres, ils ne sont pas à nous. Nous apprenons à nos enfants à respecter nos voisins, mais aussi à s'en méfier. Parce que je ne veux pas que mes enfants soient blessés, parce que j'essaye de promouvoir la paix. À chaque rencontre avec ces groupes étrangers qui m'accusent d'être un obstacle à la paix, je leur dis en les regardant dans les yeux, personne ici ne souhaite la paix plus que moi.
Parce que je vis ici, bienvenue dans ma vie. Les vitres de ma voiture sont en plastique car on y jette des pierres. Ça arrive de temps en temps, ça arrive. Mon mari porte une arme parce que nous devons nous protéger. Nous vivons dans une communauté fermée, surveillée. Les villes arabes n'ont aucune protection similaire. Ils n'ont pas de caméras, ils n'ont pas de sécurité, ils n'ont pas de garde, ils n'ont pas de portail, parce que personne n'ira là-bas pour les tuer, les blesser ou leur faire quoi que ce soit. Un grand panneau rouge indique que je ne peux pas entrer sous peine d'être assassiné. La communauté internationale devrait s'en préoccuper, non? Alors, qu'en penses-tu? J'avais dit qu'on éviterait la politique, mais je dois te poser cette question. Le sentiment en Israël a changé, et la notion de solution à deux États. Je pense qu'il y a probablement plus de 90% des Israéliens qui estiment que ce n'est même plus pertinent. Il n'y a même pas de raison d'en parler en ce moment, évidemment. Malheureusement, la majorité du monde, y compris de nombreux soutiens d'Israël, reste concernés. On voit constamment qu'ils disent « Eh bien, je soutiens le droit d'Israël à exister, je soutiens le droit d'Israël à se défendre ». Nous avons besoin d'une solution à deux États. C'est clairement ce qu'il leur faut actuellement. Avec l'autorité palestinienne, c'est ça qu'ils veulent dire. Ils ne veulent rien dire d'autre. On sait ce qu'ils veulent dire. C'est l'autorité palestinienne. Et voilà, cela veut dire vous expulser de chez vous, concrètement. Que répondez-vous quand vous allez au Congrès en Amérique? Et vous voyez des gens qui sont même, vous savez encore, les plus grands soutiens d'Israël, ça ne vient pas d'une mauvaise intention. Je peux les comprendre. C'est cette notion que, comme c'est l'idée depuis la commission Peel, n'est-ce pas, d'une solution à deux États, plus ou moins. Et alors, que leur dites-vous? Et pourquoi pensez-vous qu'ils n'ont toujours pas compris, même les plus fervents soutiens d'Israël? Pourquoi n'ont-ils pas compris? Si ça n'a pas marché en 1936-1947 à Oslo, en 2000 et 2008, pourquoi pensent-ils qu'après le 7 octobre, ça marcherait? Je pense qu'ils n'ont pas vu les cartes, ils ne sont pas allés sur place dans la région. Quiconque visite le point de vue à Sago surplombant Ramallah ou regarde les cartes comprend que A, B et C forment un tout comme on dit en hébreu. Balagan, je pense, comprend qu'il n'y aura pas de solution à deux États parce que c'est tout simplement impossible. Et surtout après le 7 octobre, je pense qu'il y a un seul État juif. C'est notre seul endroit. Nous avons droit à des frontières sûres et à nous protéger. Depuis le 7 octobre, je vois Tel Aviv depuis chez moi. Je vois Herzliya et la plage chaque jour. Il n'est pas question que nous laissions des gens qui disent ouvertement « Nous voulons vous tuer ». De la rivière à la mer, cela signifie pas d'État d'Israël. Donc ce n'est pas possible. Il n'y a personne avec qui s'asseoir et discuter. C'est ça. La police palestinienne, 45 000 hommes, ce sont des soldats, pas des policiers. Les policiers n'ont ni lance-roquettes, ni formation en Afghanistan. Nous avons un gros problème. Il faut d'abord les désarmer et se débarrasser de ces manuels scolaires. Nous pouvons faire beaucoup pour promouvoir la paix et la stabilité économique dans la région, mais de nombreuses étapes restent à franchir. Et toute personne qui parle encore d'une solution à deux États n'a vraiment aucune idée de ce qui se passe dans la région. Ils n'ont aucune connaissance. Ils ne sont jamais allés dans la région. Ils n'ont jamais ouvert de carte. Ils ont peut-être dormi pendant les 2 dernières années, je ne sais pas, mais ce n'est même pas un sujet de conversation, ça ne peut pas l'être. Êtes-vous généralement favorable à l'annexion? On n'utilise pas le mot annexion car on annexe ce qui ne nous appartient pas. D'accord. Nous évoquons l'application de la loi ou la souveraineté israélienne si vous passez du temps ici. Et je travaille pour le gouverneur Israël Gantz, qui est à la tête du plus grand conseil régional d'Israël. Et il est aussi le président du conseil de Yesha qui regroupe toute la Judée et la Samarie. Le principal problème aujourd'hui est l'absence de loi. C'est comme le Far West. Les Arabes font ce qu'ils veulent, même tirer sur quelqu'un pendant qu'il mange du houmous sur l'autoroute 60 dans une ligue, parce qu'ils veulent juste tuer des Juifs ou conduire comme des fous sur l'autoroute. Parlons de l'aquifère de montagne en Judée et Samarie. Dans notre région, c'est 50% de l'eau potable d'Israël. Et toutes les eaux usées d'Albera s'infiltrent à travers le calcaire directement dans l'eau potable et contaminent la source d'eau aussi bien pour les Israéliens que pour les Palestiniens. Donc, si vous comprenez que l'absence de loi est le plus grand problème, en appliquant la loi israélienne en zone C, nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous. La route n'a pas été élargie depuis 1967 et il y a tellement de personnes qui s'y sont installées,
70% des véhicules sur la route 60 sont palestiniens et notre gouverneur utilise toute la route 60 dans notre région. Il y a la Judée, la Samarie, les gouverneurs ou chefs des yeshuvim et des communautés. Les maires sont responsables des infrastructures, mais ils ont les mains liées. Donc tout le monde vit dans ce grand chaos d'anarchie. En appliquant la loi israélienne et en éliminant la terreur, nous pourrons envisager un avenir meilleur pour tous. Je pense que personne ne devrait quitter sa maison, sauf ceux qui soutiennent le meurtre d'innocents, qui n'ont pas leur place ici. Je vais te poser une question. Si tu ne veux pas répondre, dis simplement je ne sais pas. Selon le droit international, je ne suis pas une experte juridique. Je suppose que toi non plus, mais certainement. Mais techniquement, si nous devions appliquer la loi israélienne à une zone afin qu'elle ne soit pas considérée comme un apartheid, nous devrions accorder la citoyenneté à tous les Arabes et les intégrer, tu sais, et faire d'eux des citoyens israéliens. Non, car la zone reste divisée en A, B et C, ce qui n'est plus vraiment exact. Tu parles de la zone C, c'est ça? Je parle de là où vivent les Israéliens. Les Israéliens vivent maintenant dans 60% de la zone. Je parle de quelque chose entre 60 et 80% de la zone. Et les zones A et B qui ont presque une autonomie totale, N'est-ce pas? ils contrôlent déjà leur région. Environ 80 000 à 100 000 Arabes vivent dans la zone israélienne. C'est. S'ils veulent la citoyenneté israélienne, ils sont les bienvenus. Mais ce n'est ni l'apartheid ni une question de chiffres comme 1 ou 1,6 million d'Arabes, N'est-ce pas? c'est 80 000. N'est-ce pas? Donc, si cela arrivait, selon vous, les zones A et B pourraient devenir un État palestinien. Je ne pense pas qu'elles deviendront un État. Si vous connaissez un peu la culture arabe et la région, vous le verrez. Je les appelle et divise en comtés, car ils sont déjà séparés en chamoulots, en familles. Par exemple, Hébron n'a rien à voir avec Ariel. C'est très différent. Culture, famille, habitants Ils se battent aussi entre eux. Oui. aussi. Et je pense que ça a beaucoup plus de sens s'ils sont divisés en comtés avec des chefs de comté parce qu'ils sont déjà en train de gérer. Je veux dire, ils ont presque leur autonomie totale, mais au lieu de construire, ils s'inquiètent seulement de nous tuer. Et je pense que si nous avons un développement économique et des personnes qui dirigent chaque comté, ce serait mieux pour tout le monde. Donc il y a un plan de souveraineté. Je sais que le gouverneur Gantz en a un et il y a d'autres personnes qui travaillent sur des plans de souveraineté. Il y a des plans pour introduire progressivement la loi israélienne et mettre fin à cette anarchie. Donc, est-ce ce que le gouvernement israélien a adopté ou évoqué récemment aux informations? Oui, c'est bien cela. Il est donc important d'en parler. Même moi, israélienne informée, j'ai été un peu trompée sur la signification, n'est-ce pas? J'entendais sans cesse parler, en gros, d'annexer toute la Judée et la Samarie, et je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait. Concrètement, Vraiment, ce que nous voulons, c'est d'abord, on le répète depuis des années, on évoque des solutions, mais nous, on veut penser autrement et agir. Regardez la réalité qui a clairement changé depuis le 7 octobre. Nous devrions être fiers d'avoir un État israélien, un État juif, un pays pour nous-mêmes. Nous devons d'abord prendre soin de nous, protéger nos frontières et préserver nos découvertes bibliques et archéologiques. Détruites et rasées par les Arabes, qui inventent le récit faisant des Cananéens des Palestiniens, ainsi que tous ces mensonges. Ils ont le micro, de bons financements et travaillent dur pour effacer notre héritage. C'est un autre problème. Je travaille aussi sur ce sujet à Washington car c'est très important. Nous avons d'abord le droit de veiller sur nous et d'assurer notre sécurité. Des Arabes ou Palestiniens vivent dans la région et devraient pouvoir prospérer et développer leur communauté. Nous devons d'abord démanteler le terrorisme puis mettre l'accent sur le positif. C'est la première étape, après que nous ayons atteint cette étape, et rééduquer les enfants de 4 ans à qui l'on enseigne de nous tuer quand ils grandiront. Ensuite, des chefs de comté dirigeront la région, comme c'est déjà le cas, mais depuis 20 ans, il n'y a pas eu d'élection sous l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne est une autorité très corrompue et c'est un gros problème. Donc il y a de petites étapes. Nous devons faire quelques petits pas avant de passer à l'étape suivante. Ce serait de construire des comtés pour qu'ils puissent se gérer eux-mêmes correctement dans une démocratie. vous avez mentionné Washington. Je voudrais vous poser quelques questions sur Washington. Oui. Est-ce que quelqu'un là-bas comprend?
Eh bien, nous avons beaucoup d'amis à Washington. Le président Trump est un véritable ami d'Israël et de tout le peuple. Il a choisi de travailler avec ceux qui l'entourent. Beaucoup d'entre eux, la majorité d'entre eux, sont des croyants ou des chrétiens croyants qui croient en notre héritage biblique. Nous vivons au cœur de la terre biblique. Et je peux vous dire que j'ai rencontré. Je pense que je ne sais pas, peut-être 10 hauts responsables qui travaillent en étroite collaboration avec le président, parce que je leur ai fait visiter Shiloh au cours de l'année, que ce soit Peter Hegseth, Mike Johnson, Doug Bergam ou les autres. Au fil des années, nous avons eu tellement de visiteurs et tellement de personnes qui nous aiment et nous respectent. Et Mike Huckabee, lors de sa première semaine en Israël, nous l'avons connu comme gouverneur puis ambassadeur. Une personne affirme que Shiloh est son lieu préféré et, dès sa première semaine en Israël, s'y rend avec sa femme pour une prière de remerciement. Au tabernacle, lieu de prière de Hannah, berceau de la prière, nous avons prié pour le président Trump avant les élections car c'est notre centre. Où que vous priez aujourd'hui, dans une église, une synagogue ou une mosquée, tout a commencé avec Hannah et Shiloh. Et les personnes qui entourent le président Trump comprennent cela et y croient. Paula White. Tout le monde là-bas comprend et croit au droit que nous avons de vivre dans le cœur biblique de la terre, ainsi qu'au soutien que nous recevons. À Washington, en rencontrant des démocrates, nous cherchons à travailler sur nos points communs. C'était ma prochaine question. Est-ce que quelqu'un de l'administration Biden, de l'administration Obama, de l'administration Clinton est venu? Oui. Sont-ils aussi venus à Shiloh? Pas à Shiloh, nous les rencontrons dans notre municipalité, à la mairie, et généralement nous avons environ 1 heure de discussion, car ils ne passent pas vraiment plus de temps que cela dans notre région. Ils vont à Ramallah, El Bira et Rawabi. Mais c'est une discussion et il est très important pour nous de parler à tous. C'est ma question suivante. Nous savons que le président Trump et son administration sont de véritables amis, mais devons-nous nous inquiéter de la suite après leur mandat? Que va-t-il se passer? Je pense qu'il est très risqué pour Israël de faire de la Judée et de la Samarie quelque chose de bipartite. Ne sommes-nous pas trop focalisés sur le court terme? Non, non, nous sommes bipartites. Nous travaillons avec tout le monde, nous travaillons avec les démocrates, nous travaillons avec les républicains. Maintenant, nous ressentons cette étreinte comme un grand câlin de nos bons amis, les républicains, les gens qui croient au cœur biblique du pays. Nous avons des réunions et recevons aussi des démocrates, car nous pensons que cela ne concerne ni la droite ni la gauche politique. Nous croyons que nous allons apporter un changement et une différence au Moyen-Orient. En travaillant ici en Judée et Samarie, nous voulons apporter la paix et la prospérité à tous, vivre en harmonie avec nos voisins. Nous devons d'abord mettre fin à cette horrible violence et à la terreur. Et donc, je pense que ceux qui sont prêts à s'asseoir avec nous, à nous écouter, pour observer ce que nous voyons depuis nos postes et voir la réalité dans l'autorité palestinienne, je pense qu'ils finiront par comprendre que nous devons apporter des changements, mais qu'il y a vraiment un avenir pour tout le monde dans la région. Selon vous, pour qui est-il le plus crucial de plaider actuellement si vous ne pouviez choisir qu'une seule personne? Est-ce au public américain ou aux Israéliens? Tel Aviv? Et je pense qu'on doit faire les deux, il n'y a pas le choix, il faut faire les deux. On doit absolument commencer par nous-mêmes, chez nous. Les Israéliens se sont beaucoup rapprochés ces 2 dernières années. Nous étions tous en Milouim. J'en ai fait 220 jours, mes fils environ 400 ou 500. Tout le monde l'a fait et tu rencontres tout le monde, tu es là en uniforme kaki et ça te rend uni comme un seul peuple. L'un vient de Tel Aviv, l'autre d'une colline, un du Negev, un autre encore. Et c'est ça, le cœur d'Israël, du peuple juif, c'est qu'on est tous reliés les uns aux autres. Il faut vraiment qu'on se parle entre nous dans notre état et se demander que voulons-nous, qu'attend le monde de nous. Dans chaque maison à Gaza, il y avait des photos de Jérusalem, parce que eux savent ce qu'ils veulent, mais est-ce que nous, on sait ce qu'on veut? Malka Fleischer était aussi présente et je le lui ai dit. J'ai observé un grand changement dans la conversation israélienne dominante sur la Judée et la Samarie depuis le 7 octobre, non seulement parce que les communautés là-bas étaient représentées de manière disproportionnée dans les combats, mais aussi dans le nombre de soldats tombés.
Et je pense que là où vous savez plus d'Israéliens laïcs du centre-gauche, en quelque sorte, avant le 7 octobre, mettaient les personnes religieuses dans le même panier. Tous ensemble, vous savez. Ils ne vont pas à l'armée, ne paient pas d'impôts ou autre. Le 7 octobre a, selon moi, profondément changé la conversation au sein des Israéliens du centre-gauche. Les communautés de Judée et Samarie sont différentes. Elles sont le sel de la terre et servent dans l'armée. Et je pense qu'il y a aussi une véritable compréhension de la soi-disant volonté de renoncer à la Judée et la Samarie pour la paix. Non seulement cette bulle a éclaté, mais Gaza a montré qu'abandonner des terres ne nous apporte pas la paix. Je pense que beaucoup plus de personnes sont désormais prêtes à soutenir ouvertement la colonisation de la Judée et la Samarie. Alors qu'auparavant, même ceux qui soutenaient cela, peut-être dans certains quartiers ou certaines zones en Israël, gardaient plutôt cela pour eux. Pensez-vous que cela va rester ainsi ou devrez-vous continuer à travailler dur pour que ce souvenir reste vivant pour le reste d'Israël? Je peux aussi partager mon expérience personnelle. Jusqu'à ce que je fasse une visite guidée sécurisée en Samarie, je n'avais pas pleinement compris à quel point c'est important d'avoir une profondeur stratégique. On m'a toujours dit 9 kilomètres, blablabla. Mais là-haut, en voyant ma maison à Herzliya, c'est différent, tu comprends. Comment penses-tu qu'on peut garder cela dans l'opinion publique israélienne pour continuer à avoir du soutien pour les civils de Judée et Samarie? Avec les élections qui approchent, ce sera un sujet. Ce n'est pas une réélection, mais ça comptera aussi cette fois. Qu'en penses-tu? Je pense que le 7 octobre a tout changé, vraiment. Ça a été un choc pour nous tous. C'était quelque chose qu'on n'aurait jamais cru possible, même en 1 million d'années. Même nous, habitants de Judée et Samarie, avions très peur des attentats contre les Yeshuvim. Jamais nous n'aurions imaginé les scènes horribles du 7 octobre même dans nos rêves les plus fous. Je pense que nous sommes devenus unis comme un seul peuple ces 2 dernières années. Nous prions vraiment pour les otages et nous prions les uns pour les autres et perdre des soldats, perdre nos fils, perdre nos maris, perdre nos pères. Et je pense que c'est quelque chose qui ne va pas changer si rapidement. Je pense que nous devons vraiment mettre l'accent sur le bien les uns des autres. Euh, Regardons nos politiciens, notre première ministre, et soyons reconnaissants pour ce que nous avons, au lieu de ne voir que ce qui ne va pas. Et je pense que si nous sommes positifs et unis comme un seul peuple, il y aura un avenir merveilleux pour nous tous. Et je pense que la Judée et la Samarie sont acquises. Je le pense vraiment, j'y crois vraiment. Je ne crois plus du tout que ce soit un problème. Avant de terminer, je voudrais revenir à vous en tant que personne, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que sioniste, en tant que mère. D'accord, je vais partager avec vous. Donc, ma fille, elle et. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui regarderont ceci et qui seront très en colère contre moi pour avoir dit cela. Mais nous sommes ici pour dire la vérité. Ma fille est allée en colonie de vacances où beaucoup de ses amis viennent d'Ephrate et elle se retrouve souvent. Et j'ai toujours eu peur de l'y emmener. Ce n'est pas que je n'y sois jamais allée, mais à chaque fois que j'y vais, même lors de notre rencontre à Chalbin la semaine dernière, j'étais nerveuse à l'idée d'y aller seule en voiture. Et je dis toujours, je regarde des personnes comme toi et je dis, Kolakavud, que tu as le courage de vivre dans un endroit qui est si important pour le peuple juif. Et puis mes amis, tu sais, au Canada, me regardent et elles disent, oh Kolakavud, tu vis dans un endroit si dangereux pour le peuple juif, n'est-ce pas? Tout est relatif. Comment cela t'a-t-il impacté en tant que mère d'élever tes enfants dans un environnement très hostile? Insister sur leurs valeurs, leur identité, l'histoire de Hanouka et le fait que c'est Shiloh. Je suis sûre que vous êtes unis avec ton mari, mais c'est toi la maman. La maman juive, c'est elle qui dicte, en fait, ce qui se passe vraiment dans la famille. Soyons honnêtes, alors parle-nous un peu de ça. Je pense que nous avons tous des peurs, beaucoup de choses nous effraient et de nombreuses tragédies peuvent survenir. En tant que mère, on s'inquiète et on est nerveuse pour nos enfants. Quand ils vont en colonie de vacances, peu importe où c'est dans le monde, et quand ils vont à l'école, quand ils montent dans le bus scolaire, et si tu sais, tu peux être tellement effrayé. Tout ce que tu veux faire, c'est les enfermer dans une pièce et ne pas les laisser sortir du tout. Tu as peur qu'ils s'étouffent et tu as peur qu'ils attrapent un coup de soleil. Cela n'a aucun lien avec le fait de vivre en Judée et Samarie.
Mais même quand tu as une peur, et c'est compréhensible, parce qu'il y a eu un attentat terroriste l'autre jour, où il vient de se passer ceci ou cela, où tu entends quelque chose, où tu sais quelque chose. Je vis dans une communauté fermée pour une raison précise. Mais je crois vraiment, vraiment que nous, en tant que famille, croyons en ce que nous faisons. Et quand on a une forte conviction, ça vous donne du courage, ça vous donne de la force. Il y a aussi la question de croire en Dieu et en ce que l'on fait. Il y a aussi des choses auxquelles il faut s'habituer. Je veux dire, j'ai conduit jusqu'à Tel Aviv aujourd'hui et ça m'a fait peur. Je me disais, je vais me perdre, même avec le GPS, et je n'arrivais pas à trouver de place pour me garer. Je ne conduis pas souvent à Tel Aviv, mais une fois habitué, c'est évident. Tu t'habitues à conduire en Judée-Samarie, tu sais où aller et connais le 1208, numéro d'urgence. Tu t'y habitues, alors tu recommences sans cesse. Puis, la première fois que j'ai traversé Ramallah, quand nous avons déménagé à Haïli, il fallait traverser Ramallah et il y avait une ligne jaune qu'il fallait suivre. Comme ça, tu ne te trompais pas de chemin. J'avais le cœur qui battait la chamade, je conduisais en transpirant. Oh là là! Nous avons vu ce qui s'est passé quand 2 Israéliens ont pris à droite. D'abord une fois, puis deux, puis trois. Après, tu sais où aller, comment conduire, tu écoutes de la musique et c'est ta vie. Le danger est partout dans le monde. Où que tu vives, il y a des défis, comme aux États-Unis avec toutes ces personnes étranges. N'ouvre pas la porte aux inconnus, ne parle pas aux inconnus. Oh, ne te méprends pas. En marchant à Manhattan, des gens m'ont crié dessus et je craignais d'être poignardée. C'est vrai, ouais, il y a du danger partout, mais quand tu vis vraiment la vie en laquelle tu crois, et nous croyons en notre unique État juif, et nous croyons en notre terre biblique. Nous croyons que Dieu nous a donné cette belle terre, et nous croyons en Dieu, et nous croyons en ce que nous faisons. Cela me donne la force de me lever, d'élever mes enfants, de leur donner un bisou et une braha avant qu'ils partent à l'école, à l'armée ou ailleurs. Nos deux enfants mariés vivent en Judée et Samarie. Un couple fonde une communauté de Yeshuv près de la mer Morte dans la vallée du Jourdain, un autre sur une colline voisine. Jivad Haral, c'est son nom. Ma fille va bientôt se marier et fonder un Yeshuv à Carmel, dans les collines sud de Évron, dans 1 mois si Dieu le veut. Ils poursuivent ainsi. J'ai dit, vivez et faites ce que vous voulez. Mais ça fait partie d'eux. Ils ont accueilli des groupes chez nous, des bus entiers de personnes, depuis aussi longtemps qu'ils s'en souviennent. Ils servent café, thé, gâteaux et nettoient les salles de bain, parce qu'ils comprennent que tout le monde ne sait pas et ne comprend pas pourquoi nous vivons ici, et c'est à nous de les aider à comprendre. Ceux qui ne comprennent pas que c'est notre pays et que c'est notre vie, et ils en sont fiers, Votre maison est donc ouverte seulement à ceux d'une religion différente. ou en majorité. Mais il se peut que nous venions. Oui, c'est vrai, mais ce sont les groupes, les bus entiers qui veulent vraiment nous poser des questions. Et nous pensons que notre salon ou notre jardin est un endroit idéal pour répondre à ces questions. Je veux venir. Je viens, c'est sûr. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Je pourrais encore poser des questions, mais je crois qu'il vaut mieux venir voir ce que nous faisons. Bien sûr, tu viendras. Je t'emmènerai chez nous à Shiloh et dans les vignobles locaux. Le terroir est idéal. Altitude élevée, journée chaude, nuit froide, terrasse. Tant de belles choses à voir. Mettons l'accent sur le positif pour bâtir un avenir meilleur ensemble. Merci d'être venu aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'ai bien fait de vous rappeler de laisser vos commentaires gentils et positifs. Abonnez-vous, aimez et cliquez sur la cloche pour ne jamais manquer une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sort. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir, prenez soin de vous.